À l'été 1995, un jeune photographe français nommé Laurent Beaumont est arrivé à Ortaïzar, un petit village taillé dans les formations rocheuses volcaniques de la Cappadoce, en Turquie. Il venait chercher l'aventure, l'histoire ancienne et la photographie parfaite. Il n'en est jamais reparti. Pendant 20 ans, sa disparition est restée l'un des mystères non résolus les plus troublants de Turquie. Sa famille a cherché. Les autorités ont enquêté. Mais Laurent Beaumont avait simplement disparu dans le labyrinthe de grottes et de tunnels qui creusent la terre sous Ortaïzar. Puis, en 2015, une équipe de spéléologues, explorant une section non cartographiée de la ville souterraine, a fait une découverte qui allait enfin révéler la vérité. Au fond d'une chambre qui n'avait pas été ouverte depuis des décennies, ils ont trouvé l'appareil photo de Laurent. Et quand ils ont développé le film à l'intérieur, ils ont découvert une histoire si extraordinaire, si épicile, si impossible, si impossible, qu'elle a changé tout ce que nous pensions savoir sur sa disparition. Voici l'histoire vraie de ce qui est arrivé à Laurent Beaumont dans les grottes anciennes d'Ortaïzar. Laurent Beaumont avait 28 ans lorsqu'il a embarqué sur un vol de Paris à Istanbul en juin 1995. Il était photographe indépendant pour National Geographic, spécialisé dans les sites archéologiques et les civilisations anciennes. Sa mission était simple: documenter les villes souterraines de Cappadoce pour un prochain reportage sur les mondes perdus. La Cappadoce est une région du centre de la Turquie célèbre pour ses formations géologiques uniques, appelées cheminées de fées, de hautes formations rocheuses en forme de cône, créées par d'anciennes éruptions volcaniques et l'érosion sur des millions d'années. Mais ce qui rend la Cappadoce vraiment remarquable, c'est ce qui se trouve sous la surface. Cachées sous terre se trouvent des villes entières taillées dans la roche volcanique tendre, certaines datant de milliers d'années. Ortaïzar, le village que Laurent a choisi comme base, se trouve au-dessus de l'un des plus grands complexes souterrains de la région. Le village lui-même est construit autour d'un château de roches massif qui s'élève à 86 mètres au-dessus du paysage environnant. Mais sous terre, un labyrinthe de tunnels, de chambres et de passages s'étend jusqu'à 8 niveaux de profondeur. Laurent s'est enregistré dans une petite pension tenue par une famille locale, la famille Yilmaz. Le propriétaire, Mehmet Yilmaz, a déclaré plus tard aux enquêteurs que Laurent était excité, peut-être trop excité. Il parlait constamment d'explorer les sections les plus profondes de la ville souterraine, des zones que même les habitants évitaient. Il m'a interrogé sur les tunnels interdits, a rappelé Mehmet dans une interview de 2015. Je lui ai dit que ces passages étaient dangereux, instables. Certains avaient été fermés depuis des décennies à cause d'effondrements. Mais il était obsédé. Il disait qu'il voulait photographier des endroits que personne n'avait vus depuis 1000 ans. Pendant les 3 premiers jours, Laurent a exploré les sections accessibles aux touristes de la ville souterraine. Il a photographié les puits de ventilation, les caves à vin, les étables où les anciens habitants gardèrent leurs animaux à l'abri des envahisseurs. Ces photographies de cette période montrent un artiste méticuleux au travail, capturant le jeu de lumière et d'ombre dans ces espaces souterrains. Mais le 4e jour, le 15 juin 1995, Laurent a dit à Mehmet qu'il allait plus profond. Il avait obtenu une carte dessinée à la main d'un villageois âgé qui prétendait connaître des passages menant à des sections inexplorées du complexe. Mehmet a essayé de l'en dissuader, mais Laurent était déterminé. « Je suis un professionnel », a déclaré Laurent. « J'ai exploré des grottes partout dans le monde. Je ferai attention. » Ce furent les derniers mots que Mehmet Yilmaz entendit Laurent Beaumont prononcer. Lorsque Laurent n'est pas revenu à la pension ce soir-là, Mehmet n'était pas immédiatement inquiet. Les touristes étrangers perdaient souvent la notion du temps en explorant la ville souterraine. Mais lorsque Laurent n'est pas apparu le lendemain matin et que sa chambre ne montrait aucun signe d'avoir été occupée, Mehmet a contacté la police. La recherche initiale a été approfondie. Les autorités locales, ainsi que des guides de grottes expérimentés et des bénévoles du village, ont passé 3 jours à peigner les portions accessibles de la ville souterraine. Ils n'ont trouvé aucune trace de Laurent. C'était comme s'il avait simplement été avalé par la terre. L'enquête s'est élargie. La gendarmerie turque a fait venir des équipes spécialisées de sauvetage en grotte avec un équipement sophistiqué. Ils ont exploré des sections plus profondes,
cartographiant des passages qui n'avaient pas été entièrement documentés. Ils ont trouvé d'anciennes chambres remplies de poteries byzantines, des puits oubliés qui plongeaient dans l'obscurité, des salles gravées de symboles mystérieux. Mais ils n'ont trouvé aucun signe de Laurent Beaumont. Les parents de Laurent, Michel et Colette Beaumont, se sont envolés pour la Turquie, quelques jours après avoir appris que leur fils avait disparu. Ils sont restés à Ortaïsar pendant 2 mois, affichant des prospectus, offrant des récompenses, suppliant quiconque pourrait avoir des informations. Michel Beaumont a décrit plus tard l'expérience comme vivre un cauchemar où le sol lui-même était devenu un ennemi. L'ambassade de France s'est impliquée. Les médias internationaux ont repris l'histoire. Pendant des semaines, la disparition de Laurent a fait la une des journaux en France et en Turquie. Les théories se sont multipliées. Était-il tombé dans un puits non cartographié? S'était-il perdu dans le labyrinthe de tunnels et était-il mort de déshydratation? Avait-il rencontré quelque chose ou quelqu'un de dangereux dans ces passages sombres? Certains habitants chuchotaient des théories plus sombres. Les villes souterraines avaient une longue histoire, disaient-ils. Elles avaient été utilisées comme cachettes pendant les périodes de persécution, comme refuge pendant les invasions, comme chambres funéraires pour les morts. Certains croyaient que les niveaux les plus profonds étaient maudits, que des esprits gardaient des chambres qui ne devaient jamais être dérangées. Une femme âgée nommée Aïché a parlé aux enquêteurs des chambres des djinns, des chambres où des êtres surnaturels habitaient, soi-disant. Certains endroits souterrains ne sont pas pour les vivants, a-t-elle dit. Les anciens le savaient. Ils ont scellé certains passages pour une raison. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois sans nouvelles pistes, la recherche a finalement été abandonnée. La conclusion officielle était que Laurent Beaumont était probablement tombé dans un puits inexploré ou s'était perdu dans des passages non cartographiés où son corps pourrait ne jamais être récupéré. La ville souterraine était simplement trop vaste, trop complexe, trop dangereuse. Michel et Colette Beaumont sont retournés en France, dévastés. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition de Laurent, ils plaçaient un avis commémoratif dans le journal. Laurent, nous cherchons toujours, nous ne cesserons jamais de chercher. Mais au fil des années, l'affaire est devenue froide. Laurent Beaumont est devenu un autre nom dans la longue liste de personnes qui avaient disparu dans des endroits reculés du monde. Le mystère est resté non résolu, jusqu'en 2015. 20 ans après la disparition de Laurent, une équipe de spéléologues turcs et britanniques a obtenu la permission d'explorer une section non cartographiée du complexe souterrain d'Ortaïsar. Dirigée par le docteur Emre Demir, un géologue de l'université d'Ankara, l'équipe menait une enquête pour créer une carte 3D complète de l'ensemble du réseau souterrain. Le 12 avril 2015, alors qu'ils exploraient une section particulièrement éloignée du 8e niveau, près de 40 mètres sous terre, l'équipe a rencontré un effondrement. La roche ancienne avait cédé, bloquant ce qui semblait être un passage. Nous avons failli faire demi-tour, a expliqué plus tard le docteur Demir. Mais quelque chose dans l'effondrement semblait récent, peut-être au cours des dernières décennies, et nous pouvions sentir un mouvement d'air à travers les espaces dans les décombres. Cela signifiait qu'il y avait de l'espace, de l'autre côté. Pendant 2 jours, l'équipe a soigneusement excavé l'effondrement, étayant le passage avec des supports au fur et à mesure. Ce qu'ils ont trouvé de l'autre côté les a stupéfiés. C'était une chambre différente de toutes celles qu'ils avaient vues auparavant. Approximativement circulaire, d'environ 6 mètres de diamètre, avec des murs gravés de symboles complexes qui ne correspondaient à aucune période connue de l'histoire de la ville souterraine. L'artisanat était extraordinaire. Bien plus sophistiqué que les salles de stockage et les quartiers d'habitation typiques trouvés dans le complexe. Mais ce qui a immédiatement attiré leur attention, c'était ce qui se trouvait au centre de la chambre. Un squelette, recroquevillé en position fétale, entouré d'équipements photographiques. Nous avons immédiatement su qu'il n'était pas ancien, a déclaré le docteur Demir. Les os étaient trop bien préservés et l'équipement était moderne. Quand j'ai vu le sac photo avec El Beaumont, écrit dessus au marqueur décoloré, j'ai senti mon sang se glacer. Nous avions trouvé le photographe français. L'équipe a immédiatement arrêté son exploration et a contacté les autorités. En quelques heures, le site a été déclaré scène de crime et une nouvelle enquête a commencé.
L'examen médico-légal des restes de Laurent a confirmé ce que tout le monde soupçonnait. Les dossiers dentaires ont identifié positivement le squelette comme étant celui de Laurent Beaumont. Le médecin légiste a déterminé qu'il n'y avait aucun signe de traumatisme sur les os. Aucune preuve de chute, aucune indication de violence. Laurent semblait être mort de déshydratation et de famine, piégé dans cette chambre sans issue. Mais la véritable percée est venue lorsque les enquêteurs ont examiné l'équipement de Laurent. Son sac photo contenait 3 appareils photo Canon, plusieurs objectifs, un journal et, plus important encore, 14 rouleaux de film. Malgré 20 ans sous terre dans des conditions humides, les boîtes de film étaient y restées scellées. Il y avait une chance que les images puissent être récupérées. Le film a été envoyé à un laboratoire spécialisé en Allemagne qui traitait la restauration de photographies historiques endommagées. En utilisant des techniques de pointe, les techniciens ont réussi à développer et à récupérer des images de 11 des 14 rouleaux. Ce que ces photographies ont révélé a tout changé. Les premières images montraient exactement ce à quoi on s'attendrait. Les explorations initiales de Laurent, des sections touristiques de la ville souterraine. Mais à partir des images, prises le 15 juin 1995, les photographies sont devenues extraordinaires. Elles montraient la descente de Laurent dans des passages de plus en plus étroits, anciens et ornés de gravures inconnues. Image après image, son voyage vers l'inconnu se dévoilait. Puis est venue la série de photographies montrant la découverte de la chambre. Laurent avait pris plusieurs autoportraits, souriant, levant le pouce, visiblement euphorique. Il savait qu'il avait trouvé quelque chose d'exceptionnel. Les murs de la chambre étaient couverts de gravures, formant un récit continu. Laurent avait photographié méthodiquement chaque section, tournant autour de la pièce pour capturer l'histoire entière. Lorsque les experts ont analysé ces images, ils ont fait une découverte stupéfiante. Les gravures semblaient raconter la construction de la ville souterraine, mais d'une manière radicalement différente de ce que les historiens avaient toujours cru. Au lieu d'une construction progressive sur des siècles, elle se montrait un creusement massif, réalisé par un seul groupe dans un laps de temps très court. Les gravures suggéraient un événement catastrophique à la surface, un ciel en feu, une fuite désespérée sous terre. Plus troublant encore, certains symboles indiquaient un niveau de sophistication technologique inattendu pour l'époque. La docteure Sarah Mitchell, archéologue à Oxford, déclara qu'il s'agissait de la découverte la plus importante sur les villes souterraines de Cappadoce depuis plus d'un siècle. Mais les images les plus inquiétantes apparaissaient à la fin du rouleau. Laurent avait essayé de repartir. Les photographies montraient le passage étroit par lequel il était entré, désormais effondré. Le tunnel s'était écroulé derrière lui. Laurent était piégé. Les images suivantes révélaient une situation de plus en plus désespérée. Laurent avait photographié l'effondrement sous tous les angles, comme s'il espérait que quelqu'un finirait par les voir. Il avait documenté ses provisions. 3 bouteilles d'eau, des fruits secs, un paquet de crackers, insuffisant pour survivre longtemps. Puis vinrent les images les plus difficiles à regarder. Ses mains, ensanglantées, écorchées, tentant de dégager les roches. Les photos devenaient floues, tremblées, prises dans la panique. Il photographia aussi les murs de la chambre à différentes heures, réexaminant les gravures encore et encore, cherchant peut-être un indice, une sortie cachée. Enfin, vinrent les derniers autoportraits. Dans le premier, Laurent semblait fatigué, mais encore plein d'espoir. Dans le second, son visage était émacié, son regard vide. Dans le troisième, il était allongé sur le sol, les yeux à peine ouverts. Sa main était tendue vers l'appareil photo, comme s'il cherchait de l'aide. C'était sa dernière image. Avec les photographies, les enquêteurs retrouvèrent aussi le journal de Laurent, remarquablement bien conservé. Le journal racontait heure par heure les derniers jours de Laurent. Il commençait par son excitation, puis la panique, puis l'acceptation. Il écrivait ses regrets, ses pensées pour ses parents, ses souvenirs de Paris, des cafés et des croissants. Il décrivait aussi en détail les gravures et leur importance historique. Sa dernière entrée était un message d'adieu. Il demandait que ses parents soient informés de son amour.
Il suppliait que les gravures soient étudiées. Il refusait que sa mort soit vaine. Les experts estimèrent qu'il avait survécu encore 2 ou 3 jours après ces lignes. La découverte des restes de Laurent bouleversa la communauté archéologique. Ses parents vinrent une dernière fois en Turquie pour rapatrier son corps. Le gouvernement turc ferma immédiatement la section concernée et renforça les règles de sécurité. La chambre découverte par Laurent fut baptisée officiellement Chambre L en son honneur. Les recherches confirmèrent l'ancienneté exceptionnelle de la chambre, scellée vers 800 avant. J.C. Le débat scientifique continue encore aujourd'hui. En 2017, National Geographic publia un reportage majeur utilisant les photographies de l'apprentis de Laurent. L'article reçut plusieurs prix internationaux. Aujourd'hui, Laurent Beaumont est à la fois un avertissement et une source d'inspiration. Sa mort rappelle les dangers réels de l'exploration. Mais son travail a profondément enrichi notre compréhension de l'histoire ancienne. À Ortaïzar, une plaque commémorative porte son visage et ses mots « photographe, explorateur, découvreur ». Il a donné sa vie en quête de connaissances. Les derniers autoportraits de Laurent sont exposés dans des musées du monde entier. Ils montrent la progression de l'espoir vers l'acceptation, mais aussi un courage remarquable. Laurent Beaumont est mort seul dans une chambre oubliée depuis près de 3000 ans. Mais grâce à son appareil photo, son histoire n'a pas été perdue. Il était venu chercher la photographie parfaite. À la fin, il l'a prise. Non pas seulement une image, mais une vérité.